Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invitée dans la matinale est Maïna Jérôme. Elle est étudiante à Rennes, on en parlera tout à l'heure des étudiants, mais elle est également référente des jeunes avec Macron dans le Finistère. Elle a fait de la route pour être avec nous en direct ce matin dans la matinale, je l'en remercie. Et c'est sa première radio, il faut le dire. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, c'est une première radio et on va parler de politique. C'est pas l'exercice le plus facile, je vous l'accorde. J'ai presque envie de commencer. On va commenter dans un instant ce fait divers, cette tragédie qui s'est passée dans la Drôme. Mais je voulais juste vous entendre sur votre engagement politique. Vous êtes une toute jeune femme. Qu'est-ce qui vous a amené à vous tourner vers la politique ? Déjà, ça fait un petit moment que je suis engagée. Je me suis engagée à 15 ans, donc ce qui est très tôt. Je me suis tournée parce que la politique déjà était un monde qui m'intéressait énormément et j'ai voulu en apprendre plus. Et déjà, je pense que l'engagement est très formateur. On en apprend beaucoup de nos pairs et surtout des personnes, on va dire des adultes, quand on est enfant. Et donc j'ai souhaité m'engager parce que je voulais aussi apporter ma contribution. Je pense que les jeunes aujourd'hui ont leur parole et je trouve que Emmanuel Macron a su aussi attirer les jeunes en politique. Et aujourd'hui, certains parlent de désengagement. Je pense que la jeunesse ne s'est pas du tout désengagée et que on arrive aussi pour porter nos idées. Et voilà. Et donc j'ai choisi de m'engager parce que je suis pro-européenne déjà. Je pense que et puis je suis pour porter mes valeurs aussi et celles de la République. Et je voulais aussi, à travers mon engagement, faire passer tout ça et pouvoir aussi échanger avec d'autres jeunes, d'autres personnes, des idées politiques, avoir des débats et que ça me nourrisse et que ça puisse nourrir les autres aussi. Est-ce que vous avez une envie de carrière politique plus tard ? Est-ce que vous vous dites, je sais pas, je vais peut-être piquer la place à Elisabeth Borne, allez donc savoir. Non, je vais dire que je pense pouvoir m'engager plus fortement, mais après, j'ai pas d'objectif de carrière politique. Pour l'instant, mes études et ma future carrière me préoccupent beaucoup plus, mais après, pourquoi pas, je suis pas du tout fermée à ce qui pourrait arriver par la suite. Alors, vos études, le terrain, c'est important pour plus tard porter des idées politiques au plus haut niveau, de toucher le terrain, d'être au plus près de ce que madame, monsieur, tout le monde vit tous les jours. Ah oui, complètement. Pour moi, on ne peut pas créer quelque chose sans avoir vécu ce qui se passe sur le terrain. Et moi, mon domaine, c'est la santé publique. Et je pense que la santé publique, c'est avant tout sur le terrain, qu'après, on va pouvoir comprendre les enjeux pour faire, par exemple, une loi nationale. Donc, le terrain est plus qu'important pour ma part. Pourquoi avoir choisi Emmanuel Macron ? C'est un petit peu la question, pas piège, mais pourquoi avoir choisi Emmanuel Macron ? Déjà, je l'ai choisi en 2017, donc c'était pour la jeunesse qui portait déjà, pour les idées pro-européennes qui sont les miennes. Et je pense que sans l'Europe aujourd'hui, la France, elle ne serait pas celle qu'elle est actuellement. Et pour les valeurs du travail aussi, qui est quelque chose de très important pour moi. Pour toutes ces valeurs, c'est pour ça que je me suis tournée vers le parti qui était En Marche à l'époque et qui est Renaissance aujourd'hui. Alors on va en reparler tout à l'heure de Renaissance, mais la jeunesse a été durement frappée, l'actualité nous rattrape. Il y a eu cette terrible attaque dans la Drôme à Crépol lors d'un bal. Ce jeune Thomas, 16 ans, qui a perdu la vie, qui a été poignardé. J'imagine que quand on est jeune, qu'on entend cette actualité, ça touche, ça fait peur quelque part ? Ça touche énormément, ça choque surtout de voir des nouvelles comme ça parce qu'en fait, on se dit que ça pourrait être nous. Ça peut être n'importe quel jeune à la sortie d'un bal qui pourrait être frappé par un acte, on va dire, horrible, parce que c'est horrible. Et je pense que toute cette violence qui date pas d'aujourd'hui, il y a eu d'autres faits comme ça. Il y a vraiment quelque chose à faire derrière et c'est pas seulement juste pour cette affaire-là, mais pour tout. Mais en tout cas, oui, en discutant avec d'autres personnes aussi, on a été énormément choqués en tant que jeunes, mais je pense qu'il n'y a pas que la jeunesse qui a été choquée, mais c'est d'une violence inouïe. Et toutes ces nouvelles-là, c'est déplorable à chaque fois qu'on les voit aux informations. Alors, cette violence, on la sent aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier. Il y a eu de grands mouvements sociaux
on se rappelle des longues manifestations ou plutôt contre la réforme des retraites. On se rappelle du mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup de fractures dans ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à une autre fracture qui est plus politique dans la société française, qui est depuis le 7 octobre frappée par cette vague d'antisémitisme et de racisme? Est-ce que, à vos yeux, on est passé à autre chose, de plus violent, de plus brutal? Alors, plus violent, oui, parce qu'il y a beaucoup de détérioration. Il y a eu des tags antisémitisme, il y a eu des actes antisémitisme pour ça. Mais je pense qu'on est plus dans une fracture d'intolérance plutôt que de politique. Après, la politique s'est mêlée à ce mouvement, mais une énorme intolérance qui touche le pays au niveau du racisme, de l'antisémitisme. Et je le déplore beaucoup, et c'est ce qui force aussi la montée de l'extrême droite. Je pense que le racisme en reste beaucoup associé. Et je pense que la marche antisémitisme a été un bon acte et une bonne action et une bonne riposte aussi, de voir autant de gens se mobiliser pour dire que non, il faut de la tolérance en France, il faut qu'on continue à porter nos valeurs, même s'il y a des gens qui viennent casser un petit peu ces valeurs avec ces actes-là. Donc voilà, je pense que oui, aujourd'hui, il y a un gros enjeu sur ça, et on doit faire attention à tout, et puis faire aussi, essayer d'éduquer chacun à la tolérance, que ça soit dans les écoles, nos proches, tout le temps, voilà, tous les jours. On a beaucoup reproché au président de la République, Emmanuel Macron, de ne pas s'être rendu à cette marche contre l'antisémitisme, pour les valeurs, pour la défense des valeurs de la République. Et est-ce que, selon vous, il aurait dû s'y rendre? Est-ce que vous avez un peu regretté? Non, je n'ai pas regardé. Je pense qu'il a fait un choix, et il a dit déjà soutenir ce mouvement. Donc, et il a fait un choix de ne pas s'y rendre. Peut-être que de son point de vue, il pensait que c'était pas sa place et qu'il avait d'autres rôles à jouer. Et c'est ce que je pense aussi. Je pense que son rôle n'était pas forcément de se mêler à la foule, mais de jouer un rôle plus important dans cette lutte contre l'antisémitisme. Et voilà, donc c'était son choix. Et il a quand même soutenu le mouvement au travers d'une lettre qui était très claire et que les Français ont pu lire chacun. Donc voilà. Alors on voit des dégradations, il y a eu beaucoup de dégradations en France, on a vu ces étoiles de David sur les murs, ces dégradations n'épargnent pas la Bretagne, avec des inscriptions racistes sur des gymnases, sur un gymnase près de Vannes, ou encore plus près de nous cette destruction d'une stèle en hommage à Simone Veil, c'était à l'Esnevin avant-hier. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on rentre dans une espèce de spirale? On a un peu de mal à se dire à quel moment ça va s'arrêter. Est-ce que il y a une France qui est en train de se fracturer, les gens n'arrivent plus à se parler, n'arrivent plus à se comprendre, et on prend le motif politique ou antisémite ou raciste pour pouvoir faire des actes répréhensibles évidemment? On prend le motif politique, je pense, à mon niveau, oui, en effet. C'est-à-dire que ces actes, ils pourraient très bien avoir été faits sous le coup de quelque chose d'autre. Et là, on a pris l'antisémitisme parce que ça touche le pays et le monde plus généralement en ce moment. Mais je pense que c'est pas forcément politique, c'est-à-dire qu'on va prendre ce coup de la politique pour, pas pour excuser, mais pour... comment dire, pour s'emparer finalement d'une situation finalement. Exactement, mais je pense que de toute façon cette violence elle aurait eu lieu quelle que soit la situation politique, la situation de tolérance, etc. Alors on a aussi le harcèlement des élèves juifs ou d'autres religions. On pense à la religion musulmane qui se font traiter de noms qu'on ne peut pas dire évidemment à l'antenne ici, dans les collèges, les lycées, les universités. Est-ce que là il faudrait prendre des mesures, parce que c'est quand même intolérable de ne pas pouvoir aller aujourd'hui à l'école, au lycée, au collège ou encore à l'université sans se faire harceler? Est-ce que c'est grave pour vous que l'on amène encore la religion sur le terrain de là où elle ne devrait pas être finalement?
Bien sûr, parce que l'école, c'est un lieu laïque et on le sait, il n'y a pas lieu d'être religion, politique, etc. C'est un lieu neutre et il y a tout ce qui est raciste, antisémitisme n'a pas lieu d'être à l'école. Et je pense que oui, il y a des mesures à prendre. Après, je sais que Gabriel Attal, de son côté, en tant que ministre de l'Éducation, saura prendre ces mesures. On l'a vu déjà, il est arrivé au début de l'année scolaire et il a su prendre des mesures au niveau du harcèlement. Le harcèlement n'avait pas vraiment... il n'y avait pas eu de choses faites claires depuis un petit bout de temps quand même au niveau du harcèlement. Donc je pense que dès son arrivée, il a mis des mesures en place. Et je doute pas sur le fait que par la suite, il saura en mettre d'autres face à ces événements plus récents. Alors Gabriel Attal et ses mesures contre le harcèlement, il s'est livré aussi un peu plus personnellement dans une interview en disant avoir subi ce harcèlement. Alors je parlais du terrain tout à l'heure, ça peut être aussi le terrain personnel. Est-ce que c'était important qu'il le dise, qu'il incarne aussi un ministre qui a vécu ce harcèlement en disant voilà, moi je suis là aujourd'hui, je suis là pour vous protéger? Bien sûr, c'est important. Je pense que pendant des années, il a voulu le garder pour lui, mais je pense que c'est important qu'il l'ait dit aussi pour que les Français sachent qu'il l'a vécu et que c'est pas seulement il ne met pas des choses en place sans connaissance de cause. C'est quelqu'un qui a vécu du coup du harcèlement et qui sait de quoi il parle et qui sait maintenant avec du recul peut-être quelles mesures seraient les plus adéquates, bien que toutes les situations soient particulières pour chacun. Mais je pense que en ayant vécu cette expérience, malheureuse expérience, mais voilà, il peut mettre des choses en place plus concrètes et puis faire plus bouger les choses parce que c'est quelque chose qui va lui tenir à cœur, je pense. Et ça parle aussi aux jeunes harcelés, c'est beaucoup les jeunes qui sont harcelés en classe ou sur les réseaux sociaux par répercussion également. Ça peut aussi, alors je vais peut-être avoir un mot fort, mais sauver des jeunes qui se disent voilà, je suis pas seul finalement, un ministre a été harcelé, il a continué sa vie, il est arrivé là. Ah bien sûr, je pense que toute expérience télévisée, on va dire, toutes les personnes qui partagent leurs expériences, que ce soit un ministre, c'est plus fort. C'est vrai que d'un point de vue, on sait que quelqu'un nous représente et quelqu'un qui sait dans quelle situation on vit et qui a été dans la même situation. Mais je pense que toutes les expériences après qui sont mises à l'antenne peuvent épauler des jeunes et qui se disent ben oui, je peux en parler parce que eux ils le font, donc moi ça peut m'aider. Après c'est aussi aux enseignants et aux familles de venir chercher les jeunes quand ils voient qu'ils sont en difficulté vis-à-vis de soucis ou qui sont pas bien dans leur vie. Mais je pense que oui, c'est déjà un premier pas. Les médias, c'est un premier pas pour aider les jeunes aussi à se livrer aux enseignants, à leurs parents, etc. Voilà, faire le travail de passage de la parole ou de l'image. Bon, là, on va parler de la parole, on fait de la radio. Il y a aussi aujourd'hui toute j'allais dire, une condition sociale difficile en France. Hein, on le voit, on parlait d'une France fracturée tout à l'heure, mais aujourd'hui, on a une France qui vit avec l'inflation, qui vit avec des difficultés pour se nourrir parfois. On va parler des étudiants aussi, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, mais c'est important. Et puis, il y a cette France qui n'arrive pas à se loger. On en parle beaucoup ici aussi de cette France qui n'arrive pas à se loger, et particulièrement dans des régions à forte tension. C'est le cas de la Bretagne. Là aussi, la jeune génération que vous représentez, la jeune génération politique, y pense, a des idées, a envie de participer à ce débat. Ah oui, tout à fait. Déjà, dans la jeune génération, chez les jeunes avec Macron, on est beaucoup d'étudiants. Et se loger en tant qu'étudiant, ça reste très, très compliqué. Et c'est sûr qu'il y a énormément de choses à faire par rapport au logement. À l'inflation aussi, parce que ça touche la nourriture, les logements, ça touche énormément de domaines. Mais on sait qu'on est épaulé par nos parlementaires, puisque Anne Aiglemeur, la députée de Quimper et du secteur, porte une loi justement sur les logements et les lieux en tension, les lieux touristiques surtout qui sont emprunts à beaucoup de Airbnb notamment, et donc les gens ne trouvent plus à se loger ou difficilement, les logements deviennent trop chers, rares, ils se font rares. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et elle a touché du doigt un point sensible aujourd'hui, que ça soit en Bretagne qui est un lieu très touristique, mine de rien. On peut penser que non, mais tout à fait. Si, je confirme. Oui, mais en tant qu'étudiante à Rennes, j'ai eu beaucoup de soucis à me loger et c'est vrai que on sait qu'il y a énormément d'Airbnb qui sont pris aux étudiants ou aux jeunes actifs, etc. et qui pourraient être remis sur le marché pour la location de longue durée et qui permettraient aussi aux gens de se loger à moindre coût comparé à aujourd'hui avec l'inflation, mais plus facilement aussi, et trouver des appartements qui peuvent convenir aux différentes contraintes.
Alors, il y a un marché aussi qui est très tendu. On est sur le marché du logement. C'est un marché un peu impitoyable. Est-ce que vous imaginez que demain, un ministre ou une ministre dise, voilà, maintenant stop, on arrête, on essaie de faire en sorte que les plus précaires puissent se loger? Parce qu'on a un déficit aussi dans notre pays de logements sociaux. Oui, bien sûr, il y a un déficit au niveau des logements sociaux et il y a encore beaucoup de choses à faire sur les logements sociaux, c'est-à-dire qu'il faut réhabiliter. Alors, avant de reconstruire des logements sociaux, il y a énormément de rénovations à faire aussi sur des logements qui sont aujourd'hui laissés à l'abandon. Et je pense que déjà, on devrait mettre ses atouts sur la rénovation avant de reconstruire et de continuer à construire, qui est des fois plus coûteux que la rénovation. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et le logement est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup et qui est très problématique en ce moment et qui, je pense, est au cœur des débats et quelque chose de très important pour les Français. Donc, je pense que oui, il y a beaucoup de choses à faire encore dessus. Voilà, donc il y a des idées qui cheminent chez les jeunes avec Macron. Bien sûr. Autre grande préoccupation, on n'en a pas parlé, mais le climat. Aujourd'hui, on vit avec cette peur du changement climatique et de ses conséquences. J'imagine que pour la jeune génération que vous incarnez, c'est aussi assez prioritaire. Et là, c'est pas dogmatique, on n'est pas dans une idée politique, mais j'imagine que là aussi, vous avez des idées pour faire avancer les choses sur la préservation du climat et peut-être un changement sociétal dans nos déplacements, dans nos mobilités, dans notre logement, on en parlait à l'instant. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà. Je pense que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui, on prône beaucoup le train comme moyen de locomotion principal par rapport à la voiture et l'avion. Et je pense que c'est très important. Puis l'Europe nous épaule aussi beaucoup sur tout ce qui est environnemental, avec la décarbonisation de l'Europe pour 2050. Et très récemment, d'ailleurs, le nucléaire qui a été mis comme énergie verte et qui va vraiment faciliter du coup cette décarbonisation en France. Et après... ça a fait polémique un petit peu. Oui, hein. tout c'est à vrai fait. qu'on a dit, oh là là, on va reconstruire des centrales. Mais je pense que c'est important aussi pour passer à une énergie plus verte parce que c'est pas aujourd'hui qu'on arrivera à à produire de l'énergie que à base d'énergie éolienne. Voilà, verte. Verte avant que le nucléaire devienne vert, on va dire. Mais je pense que c'est très important, oui, le nucléaire a sa place, déjà parce que le nucléaire aide aussi l'Europe à être compétitif et souverain par rapport aux autres pays comme les États-Unis et la Chine qui prennent aujourd'hui beaucoup de place dans le monde sur tout ce qui est environnemental. Et donc on pèse grâce à l'énergie, grâce au nucléaire qui est devenu vert, on pèse vraiment aussi dans le jeu de l'environnement. Vous avez lâché le mot Europe. Ça parle beaucoup aux jeunes, hein, l'Europe aujourd'hui. Alors, elle est attaquée, l'Europe, sur sa politique étrangère. Elle est chahutée parfois sur ses normes dont on comprend, il faut bien le dire, pas toujours grand-chose. Est-ce qu'il faut simplifier l'Europe? Est-ce que vous, la jeune génération, vous vous dites, bon, l'Europe c'est sympa, on y est bien, mais c'est un peu compliqué? Faut pas la simplifier, faut expliquer mieux et on va dire plus éduquer les gens sur l'Europe parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'Europe, on pense que c'est une institution qui est trop éloignée des Français et des Françaises et des jeunes surtout. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire sur l'Europe, de comprendre que l'Europe a son rôle à jouer dans tout ce qui nous entoure au quotidien et que aujourd'hui sans l'Europe la France ne pourrait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est un gros atout à tous les niveaux. Donc je pense que c'est pas simplifié, enfin si simplifié au niveau de l'éducation, mais c'est surtout mieux expliquer et avoir plus de pédagogie sur tout ce qui touche à l'Europe. Alors aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'extrême droite, on a une montée de l'extrême droite dans certains pays européens, on l'a vu en Italie assez récemment, ou en Slovénie, la Pologne a un petit peu changé de cap, voilà, on a la Hongrie également. Est-ce que ce sont des choses dont vous parlez entre vous, dans les réunions, quand vous voyez les jeunes avec Macron en disant, voilà, il faut qu'on soit prudent sur une Europe qui pourrait peut-être basculer un jour ou l'autre vers quelque chose de plus dur? Mais totalement, c'est la montée de l'extrême droite est très inquiétante en Europe parce qu'on sait que beaucoup de partis d'extrême droite dans les autres pays ne sont pas forcément aussi pour l'Europe comme c'est le cas en France et je pense qu'il y a beaucoup de vigilance à faire sur ça. Nous, on doit être aussi très vigilants sur bien expliquer aux jeunes et aux personnes moins jeunes, on va dire, que l'Europe a son rôle à jouer et qu'il ne faut surtout pas se séparer de l'Europe. Et donc je pense que c'est très inquiétant, mais c'est aussi très important du coup de
pouvoir voir les contraintes de cette arrivée de l'extrême droite et pouvoir se préparer aussi à y faire face. Se préparer à une autre Europe, c'est aussi des élections, c'est voter en Europe. Il ne vous aura pas échappé qu'en juin prochain, il y aura des élections européennes. Comment vous y prenez part, vous les jeunes avec Macron ? Les jeunes avec Macron sont très actifs dans les européennes. Ils vont mener un questionnaire qu'on va pouvoir diffuser dans les différents départements pour qu'on puisse aller interpeller les gens, savoir ce qu'ils pensent de l'Europe, parce qu'avant tout, avant de convaincre les gens et avant de leur expliquer ce que c'est l'Europe, c'est de savoir aussi leur vision de l'Europe, qu'est-ce qu'eux pensent de l'Europe, qu'est-ce qu'ils pensent de leurs actions, etc. Et donc c'est très important pour nous d'abord de faire une consultation, c'est-à-dire d'abord de voir ce que les gens en pensent et leur avis avant de mener quoi que ce soit. Et voilà, donc on est très actifs, bien sûr, avec nos pairs chez Renaissance, mais c'est très important pour nous aussi de montrer que les jeunes sont pro-européens et ont des valeurs européennes et de pouvoir les expliquer aux autres et à nos pairs dans les universités, les lycées même, c'est très important pour nous. C'est facile à faire dans les universités, il y a des oppositions, on sait que Emmanuel Macron ne fait pas l'unanimité, il est chahuté très souvent, c'est normal, c'est lui le président de la République, mais voilà, il est chahuté. Est-ce que c'est facile des fois de faire passer les idées ? Pas toujours. Et puis, il y a des gens qui vont être plus ouverts que d'autres. Mais après, nous, on est toujours ouverts au débat. Et c'est-à-dire qu'on aime entendre les avis de chacun pour pouvoir potentiellement rebondir, savoir si on est en accord ou pas. Et je pense que d'avoir divers avis, c'est très... ça nous nourrit. La personne en face de nous et nous également. Après, il y a des gens avec qui on ne pourra pas discuter et on le sait et on ne va pas s'acharner. Voilà. Nous, c'est vraiment, on est plus dans le débat et d'apporter nos idées et je pense qu'on est dans la construction beaucoup plus que dans la confrontation et c'est ça qui est important pour nous, c'est-à-dire de construire ensemble parce que c'est comme ça pour nous qu'on avancera au niveau européen aussi. Vous regrettez qu'aujourd'hui la société a du mal à débattre, à s'écouter, ça nous ramène un peu au propos du début, mais vous regrettez ça ? Ah oui, totalement. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de... Des fois, c'est rare qu'on ait des débats ouverts et des débats où chacun s'écoute et chacun peut rebondir sur les paroles des autres et des gens qui sont beaucoup trop fermés, qui s'écoutent eux-mêmes et pas les avis des autres. Et je pense que c'est aussi ça qui peut amener à l'incompréhension vis-à-vis des autres et qui peut amener, pas forcément de la violence, mais en tout cas des actes de manifestation, etc. Donc je pense que c'est important d'abord de se poser et d'écouter chaque avis avant de partir dans des gros débats, dans la moralisation, etc. J'aurais aimé, je vous poser une question de vieux, si vous me permettez. Comment vous jugez la génération précédente ? Alors, il ne s'agit pas d'opposer les jeunes, les vieux, c'est pas ou les plus anciens pour prendre un terme moins violent, moins brutal. Comment vous jugez vos devanciers, ceux qui ont été là aux affaires et qui n'ont peut-être pas toujours pour moult raisons fait ce qu'il aurait fallu faire dans plein de domaines. Comment vous les voyez ? Vous en discutez là aussi entre jeunes en disant bon, quand même la génération précédente Bien sûr, il y a des choses qui ont été mises en place qui sont bien par l'ancienne génération. Il y a d'autres choses, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a plus de choses qui auraient pu être faites sur plein de niveaux, mais je pense qu'on n'a pas à taper sur l'ancienne génération comme ils ont beaucoup d'espoir en nous d'ailleurs. Je pense que on en discute certes, mais je pense que vraiment c'est une co-construction aussi entre les différentes générations. On apporte nos éléments, notre vision en tant que jeunes, ils apportent leur vision aussi. Mine de rien, il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément puisque c'était fait avant, ils étaient là. On n'était pas là en politique à l'époque. Donc je pense que c'est vraiment une co-construction et c'est tous ensemble qu'on arrivera aussi à avoir des éléments plus ancrés et après plus novateurs du côté de la jeunesse. Vous dites des fois, je m'engage en politique, ça donne un peu le vertige. Quelle responsabilité ? Bien sûr, dès le début d'ailleurs, parce que quand on arrive, pour ma part je suis arrivée à 15 ans, quand on arrive à 15 ans, c'est vrai qu'on ne peut pas se proclamer... on sait tout en politique, non, c'est pas vrai. Mais je pense que ça a été formateur et c'est au fur et à mesure qu'on a des responsabilités. Et je pense que d'avoir ces responsabilités aussi, que les personnes qui étaient avant nous puissent nous confier ces responsabilités, c'est d'abord de la fierté, qu'ils nous fassent confiance et qu'ils savent qu'on
on a les épaules, on va dire, pour avoir ces responsabilités-là. Donc ça peut faire peur au début, mais je pense que c'est très formateur. Et puis d'avoir la confiance de nos aînés, c'est une fierté aussi. Voilà, une forme de passage de témoin. Tout à fait. Un dernier mot sur le vote, parce qu'on parlait des élections européennes à l'instant. Alors, on ne va pas parler de la présidentielle, c'est un peu loin. On sait avec certitude seulement que Emmanuel Macron ne sera pas le prochain président. Bon, voilà, ça c'est acquis par la Constitution. Néanmoins, et peut-être un peu plus sérieusement, on a aujourd'hui un déficit des urnes. Les gens ne vont plus voter. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, vous qui êtes de la jeune génération, pour inviter les gens à aller voter, pour dire, voilà, la République, c'est la démocratie, c'est l'expression? C'est vrai que l'absentéisme, c'est un vrai fléau des fois en France, et particulièrement pour d'autres élections moins importantes aux yeux des gens. Par exemple, les européennes, il y a énormément d'abstention. Et je pense que moi, quand je vais à la rencontre des gens, je leur dis clairement, peu importe pour qui vous votez, il faut aller voter, il faut exprimer, parce qu'après, c'est les gens qui vont vous gouverner, c'est des gens qui vont pouvoir prendre des décisions. Et je pense que c'est très important d'aller donner votre avis, même si c'est pas celui qui sera suivi. Mais oui, en tant que citoyen, on a un devoir, et je pense qu'on doit le faire, même si on sait que ce sera pas notre avis qui primera sur ces élections-là, ou peu importe. Je pense que c'est important de le donner, et c'est ce que je dis à tous ceux que je croise: allez voter, c'est très important. Surtout la jeunesse, faut qu'on soit présent, et qu'on montre qu'on est là pour voter, et qu'on est aussi l'avenir de la politique, mine de rien. Donc savoir que ça va pas s'éteindre avec la génération passée, et qu'on sera toujours là pour porter des idées politiques, peu importe quelles qu'elles soient d'ailleurs. Défendre la démocratie, c'est important en ce moment. Totalement. Les valeurs démocratiques, républicaines et tout ça sont importants, et sont vraiment à porter en ce moment avec cette intolérance qu'on vit actuellement. Il faut vraiment que chacun puisse dans ces valeurs-là, pour qu'on puisse maintenir le calme, et voilà. Je pense que c'est important. Maïna Jérôme, étudiante à Rennes, je le précise, référente des jeunes avec Macron dans le Finistère, qui est venue jusqu'à nous ce matin pour nous parler de la vision politique de la jeune génération. C'est important aussi d'avoir ce retour. C'était votre première radio? Oui, exactement. Eh bien, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci. Et vous savez que vous reviendrez au micro de Bretagne 5, même avant d'avoir piqué la place à Elisabeth Borne. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.